Bonjour à tous, Franck Muller, ravi de vous retrouver, ici Lyon. Nous sommes donc lundi 26 octobre. Hier, j'ouvre ma boîte mail et je vois un message pour info, je te félicite, ta vidéo est passée sur Riposte Laïque. Voilà, donc la vidéo 171 que j'avais titrée Coup de gueule, un peu concernant les attentats, etc., donc a été reprise par Riposte Laïque, et il y avait un article sur la façon dont Jospin avait laissé passer l'islam avec l'histoire des foulards, etc. Et en dessous, il y a ma belle vidéo. Donc je suis un petit peu fier quand même. Bon, ouais. Peu importe. Mais bon, ça fait quand même plaisir, c'est tout. Justement, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On va pouvoir dire qu'il y a un gros problème dans le groupe Canal+, hein, oui, parce que pour la première fois dans l'histoire de la télévision, les responsables d'une chaîne se mobilisent pour examiner les moyens de faire baisser l'audience d'une émission. Oui, parce que ça pose problème. L'émission faite autour de Zemmour sur la 16, on arrive à faire jusqu'à 700 000 téléspectateurs, donc ça pose des problèmes parce que les gens adhèrent énormément, donc c'est pas bon pour les prochaines élections. Boycott, on nous parle de boycott. Ah oui, boycott. Alors, oui, ils veulent boycotter. Le monde musulman veut boycotter tous les produits français, oui. Qui commence déjà par boycotter les allocations familiales, ça sera déjà pas mal, hein. Et puis à la rigueur, on pourrait peut-être réclamer le remboursement des retraites fantômes détournées et versées indûment depuis des années. Ça serait pas mal. Voilà, avec la suppression des fausses cartes vitales, hein, on en a pour 50 milliards. Bon, envoyez l'argent, hein, avant de nous donner des leçons. Ah, je vous dis. Ah bah tiens, il y a une... Alors moi j'étais tombé sur une... On m'avait signalé une femme, je crois sur Marseille, qui avait fait un groupe qui s'appelait Groupe anti-Samuel Paty, et donc elle dénigrait et elle soutenait le meurtre en disant qu'il ne fallait pas offenser le prophète. Voilà. Depuis, la page a disparu. Et une autre dame, une étudiante, écope de 4 mois de prison. Qu'est-ce qu'elle a dit? 4 mois de prison, je rêve là. À mon avis, il doit avoir du sursis, bien entendu. Elle a dit que, évidemment, Samuel Paty méritait un étudiant de biologie de Besançon. Voilà, son casier judiciaire est rempli. 4 mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme. Elle avait écrit que Samuel Paty méritait de mourir. Ma foi, hein, vivre ensemble. Ah, chose très importante, je reviens un petit peu sur le Covid, on ferme le principal groupe Facebook de soutien. C'était donc Raoult contre le coronavirus. Il y avait 500 000 personnes, et supprimées pour blasphème. Voilà, hein, incroyable. Donc, totalitaire. Je vous dirais que donc ce groupe s'appelait Didier Raoult contre le coronavirus. Voilà. Donc, totalitarisme en marche. On est d'accord? Ok, retour à l'Inquisition, quoi. J'ai pas le droit de penser, d'être divergent dans mes pensées par rapport à la pensée officielle. Alors, tenez, j'aime bien, vous voyez, des gens qui m'apportent des informations, c'est super sympa. Donc j'avais fait une vidéo sur le samedi dans ma voiture sur le Covid, quand je vous expliquais que, évidemment, s'il y a des lits avec des chambres doubles, comme c'est contagieux, on n'a plus qu'une personne par chambre, il y en a avoir 2, enfin bon, puis il y a la gestion de beaucoup de choses. Et je vois une infirmière qui m'écrit, je travaille dans un hôpital, ils ont fait ça, effectivement les chambres de 2 lits sont transformées en un seul, et voilà, mais surtout ils ont l'air trimballés. Je me le disait une mamie de 99 ans qui va à l'hôpital pour y mourir, comme à chaque changement de saison. Eh bien, ils l'ont testée, elle était positive à leur test de 45 cycles d'amplification. Je vous le donne en 1000, ils l'ont déclarée morte du Covid, et voilà, les chiffres sont encore faussés. Je n'en peux plus, je tiens le coup parce que je dois payer mes factures, mais je suis en burn-out, je ne supporte plus cette mascarade. Donc voilà, j'avais publié également 25 morts en Corée du Sud pour des soucis sur la vaccination. Effectivement,
il y a 25 morts qui pourraient être imputables. Alors, bon, il y a des personnes âgées dans le lot, sont dues au vaccin 2020 contre la grippe. Et fait improbable, ce serait dans ce pays des groupes de médecins qui demanderaient l'arrêt immédiat de cette mortelle vaccination. Voilà. En France, on vous dit qu'il n'y a aucun rapport. Bon, il y a une enquête en cours, hein. On ne peut pas, comme ça, balancer des infos, mais il y a quand même un doute sur ces nouveaux vaccins qui sont de fabrication différente, hein. Il y a du Sanofi, et il y a 2 ou 3 laboratoires coréens. Donc voilà, pour vous dire que quand même, c'est compliqué, mais il faut reconnaître que dans le lot des 25 personnes, il y a une petite moitié, il y a des personnes quand même d'un âge assez avancé, qui frisent plutôt les 80 ans. Hein. Donc, voilà, il y a quand même des gens faibles. Remarquez, au départ, le vaccin, c'est quand même fait pour protéger les personnes âgées. Enfin bon. Un accident entre un tram et une voiture à Bordeaux. Des jeunes ont profité de la situation pour dépouiller la jeune femme, la femme grièvement blessée. Elle avait 86 ans, pardon, pas une jeune femme. Voilà. Il faut savoir quand même que l'Union européenne, notre chère Union européenne, a versé 36 millions d'euros aux associations islamistes depuis 2014. Hein. C'est ce qu'on apprenait sur Sud Radio. Beaucoup de manifestations en Angleterre, en Italie, à Bruxelles, contre les mesures Covid, de confinement, de couvre-feu. Voilà. Je reviens, la Turquie, l'Iran, la Jordanie ou encore le Koweït ont dénoncé la publication des caricatures du prophète. L'Organisation de la coopération islamique, qui réunit les pays musulmans, a déploré les propos de certains responsables français susceptibles de nuire aux relations franco-musulmanes. Comment expliquer là? Il y a des relations franco-musulmanes? Non. Il y a des relations franco-islamiques, franco-iraniennes, franco-jordaniennes, franco-turques. Vous voyez ce que je veux dire? L'islam prend le pas sur le pays, sur la nationalité, sur l'État. Donc effectivement, il y a une campagne mondiale qui est pilotée par le Qatar et la Turquie pour boycotter partout dans le monde les produits français. Alors, je suis retombé sur une vidéo toute récente, vous pourrez la trouver sur ma page Facebook. Le test PCR est fiable jusqu'à c'est le professeur Perron, hein, qui nous dit jusqu'à une amplification de 25. Et si on amplifie à 45 comme en France, évidemment, on trouve toujours plein de faux positifs. Et il dit même, c'est le professeur Perron, hein, il dit on a testé un écouvillon propre sorti du sachet et il revient positif du labo. Ok. Et donc il dit on est en train d'inventer une deuxième vague artificielle. Voilà. Alors, j'ai publié ça, j'ai eu des contradicteurs, notamment mon fils, qui me dit oui, mais s'il y a des traces, c'est que c'est positif. S'il n'y a pas d'approximation, c'est un test binaire, il y a des traces ou il n'y en a pas. Ah ouais. Puis il me met il me met le monde, alors le monde payé par Bill Gates, vous pensez bien, enfin bref. Et en fin de compte, qu'est-ce que dit en fin de compte? Parce que Le Monde faisait un article en disant les tests PCR, quand on dit 90% de faux positifs, ça serait faux. Pourquoi c'est faux? On ne peut pas parler de faux positifs. Mais en fin de compte, vous apercevez que pour savoir si un test est positif ou négatif, il est pertinent, selon certains spécialistes, de tenir compte du nombre de cycles d'amplification. Je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo. C'est sûr que plus on grossit, plus on amplifie, on va trouver des petits débris qui datent d'il y a... Voilà. Hein. Je suis très surprenant. Hein. Je suis très surpris parce que parfois j'ai discuté avec des infirmiers qui me disent ah non, si elle teste, hein. Borné. Hein. Enfin bref. Alors, il y a des professeurs qui vous expliquent des trucs et puis vous essayez de discuter avec des personnels médicaux et en fin de compte, il faut croire que tout le monde a reçu un lavage de cerveau. Hein. Alors, qu'est-ce que nous dit, en fin de compte, confirme ce que je vous ai toujours dit. D'après des spécialistes interrogés par le New York Times, estiment que la limite devrait être fixée à 30 cycles, voire encore moins, pour considérer un test comme positif. Ou du moins pour considérer qu'un patient serait contagieux. En France, les tests pratiqués réalisent entre 40 et 45 cycles selon le conseil scientifique Covid-19. Le sujet a été évoqué dans un avis publié le 27 juillet. Des valeurs de CT
élevés sont souvent le reflet d'une quantité de virus faible ou nulle, débris de virus signalant que la personne testée ne présente pas de risque. Mais évidemment, ils nous disent on ne peut pas parler de faux positifs. Alors, cette expression désigne des tests qui n'auraient pas pu détecter de virus car il n'y en avait pas. Or, les tests associés à une valeur élevée ont correctement rempli leur fonction. Ils ont trouvé des tests d'un virus que vous avez eu il y a quelques mois. Voilà. Mais rien à rapport avec le Covid présent actuellement. Voilà. Donc, en fin de compte, même en voulant désinformer, le monde nous donne quand même raison. Bien. Donc pour l'instant, d'après les derniers chiffres de l'INSEE, hormis le pic de mars-avril, mais si on fait nos études comparatives sur la courbe des décès en France, grosso modo, depuis le 1er mai, je vous explique, enfin, au 1er mai, il y avait quand même des gens qui ont chopé le Covid en mars-avril. Depuis le 1er mai, on constate désormais au niveau national un léger excédent de décès par rapport aux 2 autres années précédentes. Cet excédent est de l'ordre de 2% au cours du dernier mois. Les décès enregistrés entre le 1er et le 21 septembre sont supérieurs de 2% à ceux de 2019 et à 2,4% sur ceux de 2018. Vous voyez, je veux dire, c'est tout. C'est vraiment l'épaisseur du trait. Voilà. On va revenir à nos amis de l'islam. Seine-Saint-Denis, un enseignant est menacé par une femme dont le fils a qualifié ses camarades de fils de porc. Voilà. Et donc la mère a pris fait et cause pour son fils, mais elle a menacé l'enseignant, elle a lancé « Dieu est grand, Dieu voit tout, il va s'occuper de toi », indique une source proche du dossier. Voilà, vivre ensemble. Ah oui, donc je rappelle que Lionel Jospin en 89 nous disait « Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que la France s'islamise ?» Bon. Donc voilà. Toujours pour cette affaire d'islamisme, nous avions appris il y a une semaine que Dupond-Moretti est dégoûté par l'exploitation politique que cette affaire. Ce qui l'égoutte, ce n'est pas la décapitation d'un serviteur de l'État, mais qu'il y a des gens de droite qui puissent lui démontrer donc qu'il n'y a pas de sentiment d'insécurité ni de fantasme. La France n'est pas un coupe-gorge, nous avait-il dit. Mais la barbarie est à nos portes. Mais bon, faut-il s'étonner? N'oublions pas que Dupond-Moretti a défendu le frère de Marat et en plus qu'il s'en est vanté. On est quand même un peu pris en otage par l'islam. Rappelez-vous, la coprésidente de l'UNEF, ou une association étudiante qui arrivait voilée à l'Assemblée nationale, quelque part, elle cherche quand même à imposer son choix religieux, qui doit être quand même un choix relativement personnel. Pour moi. Alors, on va reparler donc des gesticulations d'Erdogan. Effectivement, Erdogan fait tout pour rallier les musulmans et se faire réélire en 2023. Il s'est allié avec l'extrême droite nationaliste, puisque lui, tout seul, il n'arrivait pas à dépasser les 50%. Et donc, il tient un discours très, très belliqueux. Il se prend pour le nouveau sultan de l'Empire ottoman, et au détriment de la démocratie, bien entendu. Et puis, le nouveau sultan de l'Empire ottoman, quelque part, il souhaite en secret rétablir ce grand califat, ce grand empire qui existait il y a une centaine d'années. Et il avait d'ailleurs fait une menace en disant qu'il y avait des pays qui existaient, qui n'existaient pas il y a 100 ans et qui ne soient pas sûrs qu'ils puissent exister dans le futur. Donc en fin de compte, c'était une menace voilée sur certains petits pays musulmans, voire carrément sur les pays du Maghreb. Oui, tout à fait. Il est dans une dérive totalitaire du genre Hitler, toujours dans la surenchère belliqueuse. Et dire que la Turquie est membre de l'OTAN. Et puis, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fin de compte, il y a, comment dire, une guerre larvée avec l'Arabie Saoudite qui pratique le boycott des produits turcs. On ne vous le dit pas, mais
Il faut le savoir. Tout à fait. Bien. Me revoilà. Petite coupure technique, mais on continue sur le séparatisme islamiste. Voilà. Le président turc Erdogan sermonne Emmanuel Macron. Il n'a pas apprécié ses déclarations sur le séparatisme islamiste et l'accuse de dépasser les bornes. Mais en fin de compte, Erdogan n'a rien à craindre de son homologue français Emmanuel Macron, qui change d'avis comme de chemise au gré de ses intérêts. Erdogan, le donneur de leçons, gronde donc comme un enfant qui fait des bêtises. Il gronde Macron, bien entendu, et il ne mâche pas ses mots. Les déclarations de Macron, selon lesquelles l'islam est en crise, sont une provocation claire qui dépasse le simple manque de respect. Donc, a-t-il souligné. Erdogan continue en disant « Qui est-il pour parler de structurer l'islam ?» Et il traite Macron de gouverneur colonial et lui conseille de faire plus attention lorsqu'il parle de sujets qu'il ignore. Il souhaite voir Macron agir comme un homme d'État responsable. Il est clair que la dureté des propos de Erdogan traduit donc la conception d'un islam impérialiste et la volonté de réunir le maximum de musulmans autour de lui. Mais en fin de compte, vous apercevez que Erdogan, comme Macron, joue un personnage pour des raisons politiques. Erdogan n'a rien à craindre de Macron, qui est beaucoup plus ferme en parole qu'en acte. N'a-t-on pas appris récemment que le projet de loi contre le séparatisme qui devait être examiné au Conseil des ministres le 9 décembre devait changer de nom pour s'appeler projet de loi renforçant la laïcité et les principes républicains. Voilà, c'est ce qu'avait annoncé Gérald Darmanin. Assez grande gueule sur les ondes de radio classique avec des arguments qui laissaient pantois si l'on n'était pas habitué à ces pantalonnades. Parce que le ministre de l'Intérieur a en fait expliqué que l'idée était bien de lutter contre le séparatisme principal qu'est l'islam radical, mais que ce n'est pas le seul objet du texte qui s'adresse à tous les cultes, parce qu'effectivement il y a des catholiques extrémistes qui posent des bombes et qui se balancent des coups de couteau, mais contre tous les mouvements sectaires, et donc impose la neutralité politique et religieuse, car c'est bien connu, les catholiques et les juifs peuvent aussi être dangereux pour une république que les adeptes d'un islam radical. Nouvelle preuve de la lâcheté de nos dirigeants qui n'osent pas nommer les choses pour paraître impartiaux. Une bonne partie, hormis la droite souverainiste et une partie des Républicains et le RN, la classe politique ne s'offusque guère de cette tiédeur. Pourtant, en fin de compte, l'objectif de Macron n'a pour objectif que d'attirer l'électorat de droite en vue de la présidentielle, sans se couper de la gauche qui a contribué à son élection. Il est malin, hein. Il est malin. Il cherche en fin de compte à récupérer l'électorat de droite en étant martial. Oui, on va faire ci, on va faire ça. Enfin, depuis 3 ans, il n'a rien fait. Il faut qu'il y ait un malheureux professeur qui soit décapité pour qu'on commence à bouger, alors que depuis 3 ans, on est aux abonnés absents. D'ailleurs, il n'en est pas à une contradiction près, parce qu'en fin de compte, il dit tout et son contraire, Macron. Il nous disait le 2 octobre, le problème n'est pas la laïcité, le problème c'est le séparatisme islamique. Et puis en fin de compte, 15 jours après, Darmanin vient dire le contraire. Vous voyez, c'est fou, quoi. Enfin, bon. Donc, en fin de compte, Erdogan peut dormir sur ses 2 oreilles, poursuivre ses remontrances et sa politique impérialiste. Les partisans de Macron, le petit doigt sur la couture du pantalon, ne monteront pas au créneau pour dénoncer le séparatisme islamique, le communautarisme et le laxisme migratoire. C'est juste simplement des effets d'annonce pour séduire une partie de la droite. Il est probable que les Républicains, à la star de Christian Estrosi, soutiendront la candidature de Macron dès le premier tour. Le reste suivra au second tour, à l'exception de quelques personnalités lucides. Donc, en fin de compte, on ne peut que condamner les propos et la politique d'Erdogan, mais il faut aussi condamner l'électoralisme de Macron. Donc, on condamne les deux, faute de quoi, en fin de compte, il ne nous resterait plus que quelques mots pour se consoler. Il y avait un monsieur qui s'appelait Joseph de Maistre qui nous a dit « Toute nation a le gouvernement qu'elle mérite ». Donc, si vous voyez ce que je veux dire, votez bien. Alors,
Nous, on n'y connaît pas grand-chose, hein, mais je vais vous expliquer qu'en fin de compte, dans le monde arabe, il y a un certain antagonisme entre différentes familles. Il y a une crise qui oppose le Qatar et le reste des membres du Conseil de coopération du Golfe. Elle n'est ni politique ni économique, elle est avant tout religieuse. En fin de compte, il y a une crise donc, qui transparaît. Vous apercevez qu'en fin de compte, comme je vous l'ai dit, il y a le Qatar et la Turquie qui sont en pointe. Et cette crise actuelle n'est d'autre que la manifestation d'une lutte implacable qui oppose deux conceptions complètement différentes de l'islam. Il y a d'un côté le wahhabisme, que les Saoudiens veulent imposer à tout le monde musulman, et de l'autre l'islam prêché par les frères musulmans et que soutiennent le Qatar et la Turquie. C'est pour ça, on ne se rend pas compte, nous, hein, mais Qatar et Arabie Saoudite, ils sont plutôt comme ça. Hein. Donc, l'Arabie Saoudite et ses alliés donc, du Conseil de coopération du Golfe, hein, avec tous les petits émirats qui sont autour, reproche donc au Qatar, donc à Doha, sa capitale, d'appuyer un mauvais courant. En fin de compte, on le sait, hein, que tous les pays du Proche-Orient financent le terrorisme. Et l'Arabie Saoudite est vraiment mal placée pour faire la leçon de morale, donc au Qatar. Mais, entre eux, ils sont ennemis. C'est-à-dire que les frères musulmans, donc prônés par le Qatar et la Turquie, sont perçus par les wahhabites de l'Arabie Saoudite comme leur principal ennemi. Les frères musulmans s'inscrivent dans une certaine modernité en fondant des partis, des syndicats, des associations. Ils participent éventuellement à des élections. Donc il s'agit de choses que les wahhabites, hein, les traditionalistes saoudiens, rejettent résolument. Par extension, les Saoudiens ne veulent pas du modèle de société que prônent les frères musulmans. Ils veulent simplement un régime de type monarchique. Voilà, c'est tout. Ils ne veulent pas accepter le jeu des urnes. Hein. C'est la raison pour laquelle aussi Riyad ne ménage aucun effort pour freiner l'émergence de républiques islamiques qui sont bâties sur le modèle de la Turquie. Hein. Donc ils font tout pour empêcher ça. Et en fin de compte, on le sait peu, mais rappelez-vous en Égypte le cas de Morsi qui était arrivé après les élections et avait été à la présidence hein, en Égypte, cet islamiste. Et bien, en fin de compte, la monarchie saoudienne a financé un coup d'État pour faire tomber ce président qui était frère musulman et certainement en aidant l'armée à reprendre le pouvoir parce qu'en fin de compte, ils préfèrent que ce soit l'armée que ce soit un frère musulman qui vont étendre, si vous voulez, le pouvoir des frères musulmans chez tous les Arabes. Et donc, en fin de compte, ils veulent absolument garder leur doctrine à eux. Hein, voilà. Donc, l'Arabie Saoudite cherche à isoler donc, le Qatar et ils sont prêts à tout pour faire triompher, si vous voulez, leur courant religieux sur lequel repose la monarchie des Al-Saoud, quoi que ça en coûte, et même au détriment d'autres musulmans. C'est pour ça que vous apercevez que vous avez des accords entre Israël et l'Arabie Saoudite, parce qu'en fin de compte, ils ont peur des chiites, c'est-à-dire de l'Iran, mais ils ont aussi peur de la Turquie, hein, qui a tendance à vouloir reconstituer l'Empire ottoman, comme je vous le disais, en début de cette vidéo. J'ai... oui, enfin, deux petites nouvelles. C'est un truc de fou. Vous savez, quand j'avais fait un article sur Sophie Petronin, qui avait été libérée, alors effectivement, scène de liesse, accueil triomphal des djihadistes maliens libérés en échange de Sophie. Voilà. Et qu'est-ce que nous dit le chef des djihadistes hein, maliens? On est en guerre contre les croisés et cette guerre continue. Voilà. Hein, donc, mais vous étonnez pas. Donc, on a libéré 200 personnes pour pas grand-chose, pour une dame qui veut retourner au Mali. Et puis, voilà. Une bonne nouvelle. Mon Dieu, au XXIe siècle. Vous souvenez-vous de cette jeune fille bosniaque qui avait été tondue par sa famille à Besançon,
parce qu'elle était amoureuse d'un jeune Serbe chrétien. C'était au mois d'août. Voilà. Hein. Et bien, 5 membres de la famille de cette jeune fille, battue et tondue, pour avoir voulu se marier avec un Serbe chrétien, ont été expulsés ce samedi matin, donc samedi dernier, vers Sarajevo, a annoncé le ministre de l'Intérieur, Darmanin. Voilà. Effectivement, la famille s'en était prise lâchement à leur fille et nièce, en la frappant et en allant jusqu'à la tondre de force, parce qu'elle était amoureuse d'un homme d'une autre confession. Voilà. Hein. Donc, les parents de la jeune fille, donc 2, plus leurs 3 enfants. Donc voilà, les parents avaient été interpellés vendredi soir dès la fin de leur procès qui s'est achevé par leur condamnation à 1 an de prison, dont 4 mois de sursis, assorti d'une interdiction du territoire français pendant 5 ans. Alors là, vous voyez, ça m'interpelle, parce que s'ils sont à 1 an de prison, donc 4 mois avec sursis, ils le font quand, leur prison, dans la mesure où on les a expulsés? Vous voyez, vous avez des annonces comme ça. C'est qui? Le Figaro avec l'AFP. Ils sont condamnés à 1 an de prison, mais en fin de compte, on les a expulsés, donc les 1 an de prison, ils ne les font pas. Vous et moi, évidemment, si on est condamné à 1 an de prison, on va les faire. Hein. Mais eux, ils sont expulsés. Remarquez, pour une fois qu'on en expulse. Voilà. Hein. Les parents de Selma, arrivés en 2018, avaient été déboutés du droit d'asile en décembre 2019. Et puis, il y avait l'oncle et la tante, réfugiés, qui sont arrivés en novembre 2015. Par contre, eux, ils restent. Voilà. Mais ça vous interpelle, vous voyez, vous avez des brèves comme ça de l'AFP. Et je me rappelle que j'avais préparé quelque chose sur l'AFP, et c'est sidérant. Parce que quand vous faites une recherche d'information, vous vous apercevez que, avec toutes les parutions de journaux, vous cherchez différents titres, et en fin de compte, vous avez pratiquement tout le même texte. C'est-à-dire que tout le monde copie, colle le texte de l'AFP, il vous rajoute une photo, terminé, et en fin de compte, vous avez le même message partout. Si l'AFP raconte, on ne va pas dire des bêtises, mais des choses qui sont un peu orientées dans un certain sens, et bien en fin de compte, tout le monde reprend la même information. Si on vous dit que, par exemple, en Syrie, le méchant gouvernement a gazé sa population civile, et bien tout le monde va publier cela. Même si parfois, au bout d'une enquête approfondie de quelques mois, on s'aperçoit que le gaz était plutôt fourni par des groupuscules ultra-religieux, islamistes, qui en veulent au régime syrien laïque. Et totalitaire quand même, hein, mais laïque. Et ça, c'est les agences de presse, et donc il n'y a plus que 2 ou 3 grosses agences, et en fin de compte, ça pose problème pour la pluralité de l'information. Enfin bon. Allez, 2, 3 petites. Je suis toujours très très étonné de certains de nos hommes politiques. Rappelez-vous, Nathalie Loiseau, c'était la chef de file de la liste Macron pour les européennes. Elle nous disait, il y a quelques jours, hein, mais bon, c'est trop. Mettons à nos fenêtres une bougie, une lampe, une lumière, parce que non, l'obscurantisme ne passera pas. Faire bloc, ils ne passeront pas. Ouais, la charia appliquée en France et les médias donnent la parole aux islamistes. C'est vertigineux, de bêtises. Ah, nous avons aussi un député tunisien, Rached Chiari, qui a presque validé l'attaque de la Carrefour Sainte-Honorine, où Samuel Paty a été décapité. Cet élu, proche du parti politique islamiste conservateur tunisien Ennahda, a déclaré dans un post de Facebook ce matin, un samedi matin, porter atteinte au prophète est l'un des plus grands crimes et celui qui l'ose doit assumer ses conséquences, qu'il soit État, individu ou groupe. Voilà. Donc en fin de compte, qu'est-ce que pour vous dire, c'est que n'importe qui peut se faire décapiter au coin de la rue aujourd'hui en France, c'est simplement la prédication de la charia en France. Hein. Je voudrais quand même vous rappeler qu'il me semble en 2019, Emmanuel Macron nous expliquait que les Français doivent accepter l'islam, le refus du multiculturalisme, c'est de la trahison. Hein. Voilà. Et puis, effectivement, la famille du jeune décapiteur de 18 ans, la famille Anzorov, c'est en 2011, la justice avait contraint l'État à octroyer le statut de réfugié à cette famille, alors que l'administration lui refusait. Voilà. Hein.
Donc il avait obtenu de manière automatique une carte de séjour en mars 2020 à sa majorité. Voilà. Je tiens également toujours, pour revenir sur l'enseignant, qu'une étude de l'IFOP indique que près de 40% des enseignants déclarent s'auto-censurer et pour éviter des problèmes avec leurs élèves. Et dans les ZEP, dans les zones d'éducation prioritaire, ils sont plus de 50% qui, lorsqu'ils arrivent sur certains aspects du programme scolaire où il faut parler des religions, où il faut parler des droits de l'homme, du blasphème, etc., ils y vont sur les œufs et ils essayent de faire l'impasse sur pas mal de choses parce que malheureusement, ça pose des problèmes. Et, vous voyez, il y a des appels au crime, il y a des appels à la lapidation, au lynchage, si vous voulez, hein, parce que quand un père d'élève se permet d'aller critiquer le programme scolaire et de pousser sur Facebook des cris de haine, et c'est ce qu'on appelle un appel au lynchage, comme cela se passe, si vous voulez, au Pakistan, où parfois, pour une bêtise, pour avoir bu la même eau qu'un musulman, on va vous sortir que vous avez craché, que vous avez brûlé le Coran, et puis on va vous tuer. Voilà. Rappelez-vous de l'histoire de la fameuse Asia Bibi, il me semble, quelque chose comme ça, hein, qui a dû être, au bout de quelques années, sortie du Pakistan et qui est partie se réfugier à l'étranger. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse, et donc je vous laisse sous ce lundi pluvieux. On va aller voir ce qu'il en est des gouttes, hein. Et puis on continue. En tous les cas, merci pour tous les renseignements, pour tous les échanges, hein. Et puis on va continuer. Je ne suis pas très en forme ce matin, j'ai un peu de mal, hein, je vous l'avoue, mais je ne sais pas, c'est comme ça. Ah, il y a peut-être le Covid qui me guette, on ne sait jamais, hein. Voilà. Ça serait paradoxal si vous voulez. Ok, tant que crier contre les mesures du gouvernement. Mais bon, on verra. Sur ce, merci en tous les cas, partagez, et puis à très bientôt. Merci, portez-vous bien. Soyez prudents quand même des gestes barrières, c'est la moindre des choses, puisque de toute façon, même avec une simple grippe, il faut faire attention, bien se laver les mains, etc., tenir des distances. Mais c'est quelque part, c'est le b.a.-ba, mais il est bon de le rappeler. Même pour une grippe saisonnière, qui en temps normal tue 10 000 personnes, je le rappelle, mais pas en 2020, voilà, parce qu'ils sont tous morts du Covid. Ah, mon Dieu. Allez, à très bientôt. Au revoir, merci.